Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Une question va nous animer durant une quinzaine de minutes. Que faire après 8 ans lorsque l'on détient un contrat d'assurance vie? Puisqu'après les 8 premières années de détention de son contrat d'assurance vie, la fiscalité est allégée sur un certain nombre de points, ce que nous allons voir ensemble avec nos deux invités. Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler tout d'abord Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine Métifeux. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Nous avons également le plaisir de recevoir sur ce plateau Stéphane de Quélin. Bonjour Stéphane de Quélin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau également. Vous êtes directeur général de Meilleur Taux Placement. Alors on va commencer avec vous, Géraldine Métifeux. Si on se pose la question, c'est qu'effectivement, durant les 8 premières années de détention d'un contrat d'assurance vie, il y a une fiscalité qui s'applique et ensuite, la fiscalité est allégée au bout de 8 ans, ce qui peut mécaniquement amener à se poser la question de savoir si on ne rachèterait pas son contrat d'assurance vie, on ne ferait pas jouer la concurrence ou au contraire, on le laisserait tel qu'il est. Tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler la fiscalité qui s'applique sur un contrat d'assurance vie sur les 8 premières années finalement de vie du contrat? Alors on va le rappeler en deux temps, Nicolas, parce que, et on parle bien de la fiscalité en cas de vie, pas en cas de décès, oui. Il y a deux temps désormais. Avant, il y en avait plein, mais maintenant, il y a deux temps. Il y a celui où on a souscrit et on a mis des sous avant 2017, avant le 27 septembre 2017 et l'avènement du PFU, la fameuse flat tax. On aura mis presque 10 mois à trouver le mot français. Et puis, après le 27 septembre 2017. Alors, un petit peu d'histoire. Avant le 27 septembre 2017, vous aviez 3 périodes dans le contrat d'assurance vie quand vous deviez racheter. On avait le 0, 4 ans, le 4 ans, 8 ans et au-delà de 8 ans. Et au-delà de 8 ans. Avant 0,4, on était sur 35% plus prélèvements sociaux, donc assez confiscatoire d'imposition sur la plus-value quand on rachetait. Puis la période suivante était de 15% plus les prélèvements sociaux. Puis, bien sûr. Au-delà de 8 ans, on était avec un prélèvement très allégé de 7,5 plus les prélèvements sociaux, toujours sur la plus-value, avec un abattement de 9 200 € ou de 4 600 € selon qu'on était en couple ou bien célibataire au moment du rachat, toujours sur la fiscalité de la plus-value. Passé 8 ans, l'abattement ne toujours s'appliquant qu'au bout de 8 ans. Ça, c'est vrai. Et c'est pratiquement le seul truc qui a perduré avec le 27 septembre 2017. Désormais, on a une fiscalité qui est identique pendant toute la durée de vie du contrat, qui est toujours ce 12,8% plus les prélèvements sociaux, qui sont à date de 17,2%, donc d'où cette flat tax de 30%. Mais au-delà de 8 ans, la différence, c'est ces fameux abattements sur les plus-values, pas pour les prélèvements sociaux, uniquement pour la taxe sur les plus-values, où on aura 4 600 € d'abattement sur la plus-value si on est célibataire, et 9 200 si on est pacsé, marié, etc. Il y a une limite à cet allègement fiscal ? Alors non, il n'y a pas de limite à cet allègement fiscal. Donc l'abattement, que vous ayez 50 000 € de plus-value ou 10 000, ce sera exactement le même abattement. D'accord. Mais la différence qu'on va faire, et la question que vous posiez au-delà de 8 ans, elle se pose aussi sur quel âge a votre contrat. Parce que si vous avez un contrat que vous avez souscrit en 2010 et que vous avez finalement rempli jusqu'en 2017 ou versé régulièrement, puis après pour une raison que la vie connaît, vous ne le faites plus, vous êtes en 2023, est-ce que je rachète ou est-ce que je le conserve, est-ce que je remets des sous dessus? Eh bien là, il y a 3 cas différents. Et en gros, tant que vous avez moins de 150 000 € versés sur ce contrat, ce qui va concerner beaucoup de monde, bien sûr. Vous avez tout intérêt à conserver l'ancien contrat pour la fiscalité, puisque vous serez fiscalisé au-delà du temps à 7,5 avec les abattements. D'accord. Si vous avez versé jusqu'à 2017, puis après 2017, et qu'on rachète après 8 ans, et après 2017, en ayant versé avant et après le 27 Oui, c'est ça, parce 2017, que la fiscalité qui s'appliquait avant s'applique toujours sur ces anciens contrats, absolument. mais par contre, pour les nouveaux versements, c'est la nouvelle fiscalité, ou les nouveaux rachats, c'est la nouvelle fiscalité qui s'applique. Donc là, on a quoi? On a un mélange un peu des deux, finalement, il y a un calcul précis à faire? On peut avoir les deux. Alors, si le contrat a moins de 8 ans, quoi qu'il en coûte, ce sera 12,8%. Si le contrat a plus de 8 ans, et qu'on a un total des primes nettes versées, donc c'est pas la valorisation du contrat. On imagine quand même que le client a une plus-value à un moment ou à un autre. Dans ces conditions, et que les primes ont été versées avant et après 2017, mais que l'ensemble des primes versées est inférieur à 150 000 €, on sera, au-delà de 8 ans, à 7,5%. D'accord, je comprends. On efface finalement le pivot de 2017, si vous voulez. En revanche, si le contrat a plus de 8 ans, que le total des primes est supérieur à 150 000 €, tout ce qui a été versé avant 2017 connaîtra l'ancienne fiscalité de 7,5 et tout ce qui a été versé après connaîtra la fiscalité de 12,8%, donc la fameuse flat tax. Oui, c'est pas si simple. Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour déterminer? C'est-à-dire qu'il faut avoir un historique très précis de tout ce qu'on a versé et ensuite, pour calculer la prime, quand on parle de prime, on parle effectivement de toute la somme qu'on sort du contrat ou simplement de la plus-value? Ni l'un ni l'autre. D'accord, très bien. Au moins, c'est clair. La prime, c'est ce qu'on a versé.
D'accord, oui, J'ai mis de complètement. l'argent tous les mois, ou j'ai mis de l'argent, succession, que sais-je. Et puis je remets de l'argent plus tard. Ça, c'est la prime nette versée. Prime nette, ça s'oppose à prime brute. Bien sûr. Donc ça dépend des frais de votre intermédiaire. Alter Égal, on ne prend pas de frais, mais certains prennent des frais. Donc ça, c'est la prime. Mais la valorisation du contrat peut très bien être à 200 000 euros, alors même que vous n'avez versé que 100 000 euros. Bien sûr. Donc on sera dans le cas des moins de 150 000 euros versés. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement, avoir un bon historique, un bon suivi, un conseiller en gestion de patrimoine un peu cornaqué et une compagnie d'assurance un peu efficace. Ça fait quand même beaucoup, effectivement, pour s'y retrouver. Mais donc, si je comprends bien, au bout de 8 ans, et ensuite je vous pose la question également, Stéphane Quélin, au bout de 8 ans, on fait des calculs globalement. C'est ça que vous nous dites et on regarde si effectivement ça devient intéressant de garder ou non son contrat. Parce que c'est ça aussi la question, c'est est-ce qu'on change de contrat? Est-ce qu'on rachète une partie seulement? Est-ce qu'on ouvre un autre contrat à côté? Je ne sais pas si je l'aurais dit comme ça, parce que la réalité, c'est que si on est satisfait de la gestion, si on est satisfait des plus-values générées, si on est content, on n'a pas forcément besoin de changer. À cet égard. Donc, je ne suis pas certaine que ça se pose qu'en termes de fiscalité. Mais oui, le fait qu'on ait une fiscalité très allégée, ça vous ouvre la possibilité. Mais c'est vrai que depuis 2017, c'est une question qu'on se pose un peu moins, parce que modulo l'abattement, on n'a pas tellement d'intérêt à changer avant ou après 8 ans de détention. Stéphane Quélin, effectivement, Géraldine touche un point, effectivement, c'est cette idée que parce qu'il y a une fiscalité allégée après 8 ans, la fiscalité avant 8 ans aurait été conçue pour conserver le consommateur ou en tout cas l'épargnant qui du coup à 8 ans aurait la liberté d'aller voir ailleurs. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses? Alors là, merci Géraldine, on a parlé beaucoup fiscalité, mais il faut aussi regarder la qualité des contrats. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui sont très anciens. On n'a pas parlé des contrats antérieurs à 1998. Ah, encore une autre date. Mais ceux-là, 91 dans ces cas-là. 98. C'est 91 aussi. 91 aussi, Ouais. j'étais pas né. Non. Où là, effectivement, les sommes investies avant 1998 sont complètement défiscalisées de droits de succession. Donc là, il faut faire très attention lorsqu'on rencontre ce genre de contrat pour pas les racheter, parce que il faut les garder, ceux-là. Il faut les garder. D'accord, absolument. Et là où je voulais en venir, c'est qu'au-delà de la fiscalité, il faut garder la qualité du contrat. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui ont été vendus depuis des années, notamment dans les grands réseaux bancaires, pour pas les nommer, où on a des contrats vous avez une sélection d'unités de compte qui est franchement très faible, avec des fonds en euros qui sont peu rentables. Donc au bout d'un moment, après la période de 8 ans, vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai pas intérêt à vendre mon contrat ou à le transférer, parce que c'est un autre débat, mais à vendre mon contrat pour aller sur quelque chose de plus moderne, de plus souple et de plus rentable. Mais alors, pour les gens qui nous écoutent, pour que ce soit très clair, quand on évoque sur ce plateau des investissements divers et variés qui sont accessibles via un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire qu'en fait, tous les contrats d'assurance vie ne permettent pas d'aller investir partout et il y a différents types de contrats? Il y a différents types de contrats. Vous avez des contrats qui... Post-2000, si vous êtes dans une banque, vous n'aviez que les fonds d'investissement, enfin les unités de compte de la banque. Vous avez des fonds en euros qui ne sont pas forcément performants. Aujourd'hui, vous avez des contrats modernes avec qui tous les conseillers en gestion de patrimoine de la place travaillent, qui proposent des centaines d'unités de compte, qui permettent d'aller sur diverses sociétés de gestion, avec de l'immobilier, du private equity, avec des obligations. Donc vous pouvez faire des panachages qui sont extrêmement intéressants et plus rentables que sur ce genre de contrats qui sont, on va dire, très limités. Mais alors, comment est-ce qu'on arbitre entre changer de support, d'unité de compte ou de fonds en euros, et changer de contrat d'assurance vie? Alors, il faut d'abord regarder votre contrat. Est-ce que vous êtes sur les bonnes unités de compte ou sur les bons placements à l'intérieur de votre contrat? Peut-être que vous êtes sur un bon contrat, mais pas sur les bons placements. Donc, il faut déjà faire cette petite analyse. D'accord. Ensuite, vous pouvez, et donc à ce moment-là, changer. Vous devez regarder si votre contrat est en moins-value. Si votre contrat est en moins-value, pas de problème. Là, vous pouvez vendre, vous n'aurez aucun frais, pas de fiscalité, vous réinvestissez ailleurs. Mais on peut avoir un bon contrat en moins-value, par exemple. Ça existe. Oui. Sur le long, oui. Ça peut exister, mais sur le long terme, là, on parle des anciens contrats, c'est quand même assez rare. Ou alors, enfin, si... C'est que des mauvais choix. Ouais, on a fait des mauvais choix. Chaque année, tu achètes l'année dernière. Exact, c'est la porte de salut. Oui, voilà. La porte de salut. Donc effectivement, vous avez raison, si on est sur un contrat d'assurance vie en moins-value, on peut vendre, enfin, on racheter son contrat, parce que c'est comme ça qu'on dit, sans fiscalité. Par définition, on est en moins-value, donc pas de fiscalité, oui, pas de ça frais. s'applique sur les plus-values, bien sûr. Exactement. Et pour les contrats qui sont en plus-value et qui ont plus de 8 ans, là, il faut un peu regarder. Il faut regarder si vous ne pouvez pas peut-être, à ce moment-là, vous avez le droit de racheter tous les ans, à concurrence, Géraldine l'a dit, de 9 200 € par couple ou 4 600 € par personne, sur la plus-value, pas sur le capital. Bien sûr. Donc sortir peut-être dans cette limite-là, au fur et à mesure, avec une fiscalité plus douce, vous n'aurez que les prélèvements sociaux qui seront prélevés pour bifurquer vers un contrat plus moderne, qui offre plus d'options et des performances plus intéressantes. Alors, vous nous avez dit effectivement donc, qu'on arbitre entre contrat et support. Qu'est-ce qu'un bon contrat d'assurance vie? Alors,
Sans faire trop de commercial, hein, bien sûr, mais en expliquant... Parce qu'on serait d'accord. Oui, je pense qu'on va être d'accord avec Stéphane. C'est ce qu'on appelle des contrats haut de gamme, au fond. Voilà. Donc, le ticket d'entrée, du reste, n'est pas forcément le reflet de la qualité du contrat. Hein. On a des partenaires qu'on peut citer, typiquement des contrats de patrimoine vie plus, etc., sont de très très bonne qualité, avec un ticket d'entrée ultra abordable. Mais un bon contrat, c'est un contrat où on a des frais qui sont à la main de votre intermédiaire. C'est-à-dire que nous, par exemple, et ça dépend des clients, mais on n'y a pas forcément de frais d'arbitrage, etc. Donc ça laisse plus de liberté d'allouer, de se tromper, de réallouer, et ainsi de suite. C'est la disponibilité, le nombre de supports, mais surtout c'est la remise à jour des supports. Parce que si vous avez 600 supports, mais qui datent de 1998, bien sûr, pas forcément pertinent. Donc ça joue énormément. Et la flexibilité qu'on va avoir sur les allocations d'actifs, la possibilité d'avoir tout le panel qu'évoquait Stéphane à l'instant. Et j'ajouterais que également, ça c'est pas tellement pour le rachat en cas de vie, mais pour malheureusement parfois le décès, c'est la possibilité aussi qu'on applique bien la loi Macron et la sortie en titre, le cas échéant, parce que parfois, on a des décès qui arrivent un peu de façon prématurée et on avait ou déstructuré, des obliques, etc. Et payer le bénéficiaire en cash plutôt qu'en titre, c'est parfois idiot. Donc ça, je trouve que c'est des choses qu'il faut... Donc être en capacité de transmettre les titres détenus par le contrat d'assurance vie. Exactement, pour qu'on puisse faire la demande de sortie en titre et non pas uniquement en cash. D'abord, ça nous permet aussi à nous, conseillers en gestion de patrimoine et intermédiaires, d'être un peu plus large dans notre sélection. Oui, et d'aller vers de l'investissement de long terme, par exemple. Pas quel que soit l'âge des clients, mais quasi, finalement, en fonction, évidemment, de ce que ça représente de leur patrimoine, en fonction de leur profil de risque. Mais ça ouvre plus de possibilités que ça n'en ouvrait, on va dire, au début des années 2010. Quoi. Très clairement, par rapport aux contrats grand public qu'on peut rencontrer dans les banques, les assureurs avec lesquels nous travaillons nous permettent de travailler sur des outils complexes, très riches. Donc ça, c'est vraiment le préalable, c'est d'avoir une offre qui est riche, avec un back-office qui est efficace, avec des frais qui sont bas, qui sont justes, on va dire. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est vraiment très important. Mais alors, comment est-ce qu'on fait en tant qu'épargnant ? Alors, évidemment, on est accompagné, hein, donc on peut se retourner ou en tout cas échanger avec son professionnel. Mais comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour déterminer si les frais d'un contrat sont bas ou non ? Puisque il y a différents types de frais, il y a souvent des alertes sur le sujet. Comment est-ce qu'on en arrive à calculer les frais à la fin ? Là, je vais parler au nom de Meilleur Taux Placement. Pour nous, un très bon contrat qui est comparable à tous les contrats haut de gamme, pour nous, mais parce qu'on a un business model qui est le nôtre, c'est pas droit d'entrée. Et ensuite, nos frais de gestion, ils sont entre 0,5 et 0,6 sur le contrat. Nous, c'est la ligne qui nous paraît juste pour un bon contrat d'assurance vie. Alors du coup, j'ai... Bien sûr. Parce que nous, on a des frais de gestion sur les contrats alors qu'on peut mettre à notre main sur des niveaux importants. Alors après, on n'a pas forcément exactement le même rapport avec nos clients. Bien sûr, c'est deux dizaines de milliers de clients. Ouais. Bon, j'en ai 155, donc on n'est pas exactement sur le même business. Mais un contrat relativement haut de gamme, moi qui soit à 0,96, 0,90 de frais de gestion, pas sur le fonds euro, mais globalement, moi, ça me heurte pas. Après, selon les montants en jeu, de venir faire varier un petit peu cela, ça me heurte pas non plus. Mais pour nous, ça va être ça. Et effectivement, nous, c'est pas de frais d'entrée. Et en l'espèce, on n'ajoute pas de frais d'arbitrage. Donc parfois, ça peut aussi jouer. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de mouvements, donc, après, c'est un équilibre. Hein, c'est au client de trouver l'intermédiaire qui fait le mieux. En fonction de sa Mais stratégie. c'est vrai que nous, il n'y a pas trop de frais de frottement une fois que vous êtes rentré et il y a le running du contrat, dont une partie nous est rétrocédée. Géraldine Métifeux, faut-il posséder plusieurs contrats d'assurance vie ? Alors, on peut, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les crises financières, bancaires, encore très récentes, bien sûr, les clients ont une petite crispation selon leur niveau de patrimoine. On peut pour plusieurs raisons. La première, c'est que mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas forcément une idée de ouf. Après, ça dépend du montant. Si on a 10 000 balles, ça vaut peut-être pas le coup d'avoir 10 contrats non plus. Enfin, après, c'est une question de point de vue, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que ça peut avoir du sens d'avoir plusieurs signatures. Et puis, ils n'ont pas tous la même politique. Alors, par exemple, de bonus de rendement sur le fonds euro, par exemple, d'accès au private equity. Alors, nous, on ne le pratique pas vraiment, mais il y a une vraie demande des clients. Donc, bien sûr, ouais. Donc, à cet égard, ça peut effectivement avoir un sens de multiplier les contrats en sens de diversification, pas en sens de dispersion. Et puis il y a un élément de protection aussi de l'investisseur, c'est-à-dire qu'il y a le fonds de garantie des assurances qui protège, théoriquement, les qui clients. garantit en tout cas l'épargne. Exactement, à hauteur de 80 000 euros pour les contrats d'assurance vie par assureur. Donc le fait d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie, théoriquement, ça vous protège. Plusieurs contrats d'assurance vie au sein de plusieurs compagnies d'assurance. Exactement. On peut aussi regarder le ratio de solvabilité. Oui, on peut aller loin. On peut aussi vérifier, parce que souvent, on va nous sortir, auquel cas que l'apanage, ce serait les contrats luxembourgeois, dont le ticket d'entrée est déjà beaucoup plus élevé que sur le contrat de droit français très classique. Moi, quand on regarde sur les très très grandes compagnies en France,
n'ai pas le sentiment qu'on soit spécifiquement en danger quand on voit leur ratio de solvabilité, la façon dont ils gèrent les fonds euros et leurs contraintes. Mais effectivement, dans la crise actuelle, on peut mais ça peut être un argument, effectivement, si jamais il y a des questionnements des épargnants sur le sujet. Merci beaucoup, Géraldine Métifeux, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Merci beaucoup. Merci également Stéphane Quélin, directeur général de Meilleur Taux Placement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.